Bonjour. Donc la question a été énoncée tout à l'heure par le professeur Boniquet. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Et puis, le commentaire se porte sur cet article qui est paru en mai dans le Lancet, Discontinuing beta-lactam treatment after 3 days for patients with community-acquired pneumonia in non-critical care wards. Il s'agit d'une étude française multicentrique qui s'inscrit dans le contexte suivant. Il y a une tendance, une pression à diminuer la durée du traitement antibiotique empirique dans beaucoup d'infections, et en particulier dans les pneumonies. Il faut dire que les infections des voies aériennes inférieures, et parmi elles les pneumonies, sont la cause majeure de prescription d'antibiotiques, que ce soit en ambulatoire ou chez des patients hospitalisés. Et puis, depuis quelques années, la durée de traitement recommandée pour un patient hospitalisé est généralement entre 5 et 10 jours, et ceci faisait suite à une étude parue il y a maintenant 5 ans de le JAMA Internal Medicine qui comparait la poursuite d'un traitement pendant 5 jours supplémentaires chez des patients qui étaient stables après 5 jours de traitement initial et qui montrait que les 5 jours supplémentaires finalement ne donnaient pas d'avantage en termes d'outcome. Les avantages d'un traitement plus court, ils sont évidents et ils sont principalement une diminution de la pression de sélection des antibiotiques sur l'apparition de bactéries multirésistantes, et c'est une problématique qui est énorme, vous le savez bien. À côté de ça, on espère, en diminuant cette durée de traitement, avoir moins d'effets indésirables, éventuellement avoir une sortie plus rapide de l'hôpital du patient, et puis une diminution des coûts. Dans la pneumonie, il y a beaucoup de recommandations, il n'y a pas beaucoup d'évidence, mais il y a beaucoup de recommandations. Là, je vous mets 3 recommandations internationales récentes qui concernent la durée de traitement. Les recommandations qui ont été publiées l'année passée par les sociétés américaines, les recommandations NICE des Britanniques, et puis les recommandations qui s'appellent S3, qui sont peu connues, qui sont des recommandations en allemand publiées par les sociétés d'infectiologie et de maladies respiratoires allemandes, autrichiennes et par les sociétés de pneumologie suisses. Alors il y a des constantes dans ces recommandations. Vous voyez que tout le monde s'accorde pour dire qu'il faudrait établir d'une manière ou d'une autre que le patient a atteint une certaine stabilité clinique. Et puis, lorsque le patient a atteint cet état, on devrait pouvoir arrêter les antibiotiques dans un délai relativement court. 2 des 3 sociétés disent 5 à 7 jours chez la plupart des patients, et puis les Britanniques proposent d'arrêter après 5 jours déjà, si stabilité clinique. Malgré ces recommandations, les durées que l'on observe de traitement, y compris pour des infections qui ne sont pas compliquées, sont beaucoup plus longues. Ici, il s'agit de données qui datent de 2012, donc à une époque où les recommandations de traitement, c'était plutôt entre 5 et 10 jours. Mais vous voyez qu'à peu près 2/3 des patients hospitalisés et qui n'avaient pas de complications aux États-Unis étaient traités pour une durée qui était supérieure à 7 jours. Donc, il y a comme dans beaucoup de domaines, il y a des recommandations, mais qui mettent du temps à pénétrer dans la pratique. Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une idée extrêmement nouvelle. Il y a cette étude randomisée qui est parue dans Thorax il y a maintenant 50 ans, qui proposait 1 jour de traitement pour une pneumonie lobaire franche, qui a comparé 7 groupes de traitement, des groupes qui étaient traités 4 à 5 jours, et puis des groupes qui étaient traités un seul jour. C'est un peu anecdotique, c'était des petits nombres de patients, c'était un contexte qui était très particulier, une étude qui a été réalisée chez des patients ambulatoires en Rhodésie, sauf erreur. Mais enfin, la question se posait déjà à l'époque de savoir si un traitement ultra court était suffisant. Alors, revenons-en à l'étude. Il s'agit donc d'une étude qui a essayé de répondre à la question suivante. Chez des patients qui sont hospitalisés pour pneumonie et qui sont stables après 3 jours de traitement, ça c'est un paramètre très important. Est-ce que l'administration d'un placebo pendant 5 jours supplémentaires comparé à un traitement actif d'antibiotiques per os conduit aux mêmes chances de guérison à 15 jours? Donc une étude qui était randomisée, contrôlée avec un placebo en double aveugle, et c'était une étude de non-infériorité. Les patients étaient donc hospitalisés, ils étaient sous traitement de bêta-lactamine ou de céphalosporine en monothérapie
Et puis, la stabilité clinique, elle était mesurée par les critères qu'on appelle les critères de Halm, qui consistent à pouvoir maintenir une température à moins de 37,8, une fréquence cardiaque à moins de 100 par minute, une fréquence respiratoire à moins de 24, une saturation en oxygène à l'air ambiant qui est supérieure à 90%, pas d'hypotension, et puis la résolution d'un éventuel état confusionnel aigu. Étaient exclus les patients immunosupprimés ou à risque de pathogènes multirésistants, les patients qui avaient des complications suppuratives de type abcès ou épanchement massif, les pneumonies d'aspiration, et puis les patients qui avaient une légionellose suspecte ou confirmée, ou de même une suspicion ou une confirmation d'une infection avec une bactérie intracellulaire du fait que l'antibiotique choisi pour l'étude était une bêta-lactamine. L'intervention, donc, c'était l'administration soit d'un placebo, soit d'amoxiclave pendant 5 jours supplémentaires. À noter la posologie de l'amoxicilline dans ces comprimés qui étaient de 1000 mg 3 fois par jour, donc supérieur à ce qu'on fait usuellement, en tout cas dans notre région. Le reste des interventions, la libération de séjours hospitaliers, d'éventuelles investigations, les co-interventions étaient laissées au jugement des médecins cliniciens. Et puis le critère de jugement principal était la guérison clinique à J15 après le début du traitement. Et cette guérison clinique était définie chez un patient qui avait une température à moins de 37,8 et qui avait une résolution ou une amélioration des symptômes, la toux, la dyspnée. Donc il y a quelque chose d'un peu subjectif dans ce critère de jugement, mais néanmoins, comme il s'agit d'une étude contrôlée par placebo en double aveugle, ça ne devait pas poser de problème. Et puis, absence de nouvelles prescriptions d'antibiotiques pour la maladie initiale. Les résultats ont été inclus 303 patients d'un âge moyen de 73 ans. Vous voyez que c'était des patients relativement légers, qui étaient en catégorie 1 à 3 du PSI chez 60%. 84% d'entre eux ont eu au moins un examen microbiologique réalisé. Rappelons que ça s'était laissé à l'appréciation du médecin en charge du patient. Et puis un pathogène identifié chez une petite minorité de ces patients, chez 31 patients, 12%. C'était un pneumocoque dans 2 cas sur 3, et puis des Haemophilus influenzae chez les patients restants. Et puis la recherche de l'antigène urinaire pour la légionelle a été réalisée chez à peu près la moitié des patients. Et voici les critères de jugement. Donc à J15 après le début du traitement, 77% des patients dans le bras placebo, comparé à 68% dans le bras traitement actif, avaient atteint cette guérison clinique avec une différence de 9,4% en faveur du bras placebo et qui, naturellement, rentrait largement de ce fait dans l'intervalle de non-infériorité qui avait été déterminé à moins 10%. Ces résultats étaient maintenus à J30. Vous voyez qu'il y avait très peu de décès, c'était donc des patients en relativement bonne santé. Et puis le nombre d'effets indésirables où la durée de séjour ne différait pas de manière significative entre les deux bras. Les effets du traitement étaient, ou disons la différence entre le traitement actif et le placebo, était homogène dans les analyses de sous-groupes, que ce soit en fonction de l'âge, en fonction de la sévérité de la maladie initiale. Et puis, on en arrive aux commentaires. Donc, cette étude qui est à gauche dans ce tableau, celle de Dean qui vient de paraître, s'inscrit en fait, outre cette étude de 1970 que je vous ai montrée, elle s'inscrit dans une continuité d'autres études, peu nombreuses certainement, qui ont investigué des traitements ultra courts dans la pneumonie. Il y a d'abord eu en 2005 2 études ambulatoires qui comparaient une dose unique d'azithromycine. Alors l'azithromycine, on sait que c'est un antibiotique qui a une très longue demi-vie, mais enfin c'était quand même le traitement dose unique pour la pneumonie comparé à 7 jours de lévofloxacine ou de clarithromycine chez des patients qui étaient exclusivement ambulatoires, avec, vous voyez, des résultats rapportés qui étaient excellents dans les 2 bras. Et puis, il y a 15 ans maintenant, est sortie une étude de design relativement similaire à celle de Dean, réalisée aux Pays-Bas, qui avait inclus un plus petit nombre de patients qui, là aussi, après 3 jours de traitement, s'ils avaient atteint une stabilité clinique, étaient switchés pour soit un placebo pendant quelques jours supplémentaires, soit de l'amoxicilline, avec chez ces patients, là aussi, un
un taux de succès dans les deux bras qui était conséquent, à près de 90%, et puis une différence entre les deux bras qui rentrait dans la marge de non-infériorité. Il s'agissait cependant de patients, vous le voyez, qui étaient plus jeunes et puis qui étaient moins graves. Alors, que dire après cette étude? Eh bien, la méthodologie, elle est adéquate, les résultats, ils sont clairs, ils sont relativement homogènes, tous les critères de jugement secondaire vont dans le sens de critères de jugement primaire, et puis c'est dans la continuité d'autres études, et ça tend à montrer que si un patient est stable après 3 jours de traitement, le fait de continuer le traitement pendant quelques jours supplémentaires ne semble pas amener de bénéfices supplémentaires. On peut citer quelques limitations, et la première, c'est probablement la sélection des patients. Vous avez vu qu'il s'agissait de pneumonies peu sévères, il s'agissait de patients qui étaient essentiellement dans les catégories 1 à 3 du PSI. Ils avaient une mortalité qui était très faible. On peut aussi dire que c'était des patients très sélectionnés. Vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de critères d'exclusion. Et puis, il faut voir que c'est une étude qui a mis 4 ou 5 ans à recruter 300 patients sur 16 centres. Donc, ça donne une idée, en fait, de la vitesse du recrutement. Dans ces limitations, probablement que l'intervention est applicable et sûre. Dans les questions, on peut encore poser qu'on avait une description relativement courte et incomplète de l'étiologie de ces pneumonies. On ne sait pas quelle était la proportion de pneumonie virale, la proportion de pathogènes intracellulaires parmi ces patients, probablement pas de pathogènes intracellulaires, ou en tout cas pas de détectés. Et puis, une petite note qui va dans ce sens, la procalcitonine n'était pas mesurée de manière déterminée par le protocole, elle a quand même été dosée chez un tiers des patients, et vous voyez que la médiane, elle était à 0,55 dans le bras placebo, et puis à 0,20 dans le bras actif. Pour rappel, en dessous de 0,25, on estime, enfin on a suffisamment de données pour penser que le traitement antibiotique est dans la majorité des cas inutile dans ces cas-là. Voilà, j'en ai fini, il reste je pense un peu de temps pour les questions.